Nous allons traiter du rectum et du canal anal. Le rectum est le réservoir des matières fécales, c'est le réservoir le plus postérieur dans l'entonnoir pelvien. Le canal anal est l'ensemble des systèmes de sphincters qui ferment ce réservoir vers le bas. Le rectum est le segment terminal du tube digestif. Ce sera le réservoir des matières fécales. Il est bien difficile de déterminer exactement la limite crâniale du rectum. Il y a dans la littérature anatomique beaucoup de définitions différentes. Il a fallu en choisir une, et celle que nous avons choisie pour ce cours est la suivante. Le rectum a une limite supérieure en regard de la troisième pièce sacrée. C'est à ce niveau que le sigmoïde perd son méso. Le rectum est très différent du reste du tube digestif de par sa situation, de par sa fonction et de par sa pathologie. C'est pour cette raison qu'il a été étudié à part du reste du tube digestif, à part du côlon et en particulier du côlon sigmoïde. Voici une vue antérieure du rectum au sein de l'entonnoir du pelvis. Nous allons montrer un peu mieux sa forme, mais aussi sa position par rapport au péritoine et au pelvis en général. Voici le côlon sigmoïde qui va donc se prolonger par le rectum et envers le péritoine pariétal qui va se réfléchir pour recouvrir le côlon sigmoïde et une partie du rectum et devenir du péritoine viscéral. Le rectum mesure 15 cm dans sa hauteur totale. Le rectum se termine au niveau de la marge anale. Au-delà, il existe une zone dite zone anocutanée qui est une zone de transition de revêtement épidermique. Parmi les 15 cm de rectum, 7 cm seront au-dessus de la ligne de réflexion du péritoine et ces 7 cm seront partiellement péritonisés. Les 8 cm en dessous sont dits sous-péritonisés. Voici la position de l'entonnoir musculaire du pelvis, donc le muscle élévateur ou releveur de l'anus. 5 cm de rectum sont sous le péritoine, au-dessus de la zone des sphincters. C'est cette partie qu'on appelle à proprement parler l'ampoule rectale. Cette ampoule rectale est formée d'ostrations, de plis. Il y a généralement 2 plis à gauche, un pli à droite qui sont ici marqués par ces flèches. Ces plis, au niveau de la paroi elle-même, correspondent à l'intérieur de la lumière du tube digestif à des valvules dont le rôle est de tasser les matières fécales dans l'ampoule rectale. Les 3 derniers centimètres de rectum correspondent au canal anal. Ils sont situés dans la zone des sphincters. Ils sont sous le plancher pelvien. Au milieu de ce segment de 3 cm, il y a une ligne intermédiaire, une ligne brisée qu'on appelle la ligne pectinée. Cette ligne correspond en fait au reliquat de la membrane cloacale de l'embryon. Voici une coupe sagittale passant par le plan médian du bassin osseux, et sur cette coupe nous ajoutons la structure du sigmoïde, de la fin du sigmoïde, et la totalité du rectum.
Voici cette première flèche en rouge qui signifie la direction du sigmoïde. L'axe du sigmoïde est oblique vers le bas et en arrière. Voici en pointillé cette ligne qui matérialise la limite entre le sigmoïde et le rectum. Et donc, on regarde la troisième pièce sacrée, le sigmoïde devient le rectum. Vous voyez sur ce schéma que le rectum épouse la concavité du sacrum et que de ce fait, son axe rectal est oblique de haut en bas et d'arrière vers l'avant. Cette double flèche noire en U signifie qu'il y a en dessous de cette partie renflée du rectum, qui est l'ampoule rectale, une sangle musculaire qui va entourer le rectum en passant par en arrière et l'attacher à la face postérieure du pubis. Cette sangle qui contourne le rectum, c'est en fait le muscle puborectal, un des constituants des muscles releveurs de l'anus. En dessous de ce niveau, il y a un changement d'axe à la lumière digestive. On parle d'axe anal, et l'axe anal est oblique de haut en bas et d'avant vers l'arrière. L'angle formé par l'axe rectal et l'axe anal s'appelle le cap anal. C'est un angle ouvert vers l'arrière. Cet angle est extrêmement important et il est même classique de l'étudier lors des bilans de prolapsus du rectum ou d'incontinence du rectum. En effet, la valeur de cet angle est quasiment constante au repos ou lors des contractions du muscle puborectal. Au repos, cet angle est de 115 degrés. Lorsque le muscle puborectal se contracte, cette sangle tire vers l'avant le canal anal et ferme l'angle. L'angle devient alors 137 degrés. Et on comprend dès ce premier schéma que le muscle puborectal sera un élément important pour fermer cet angle et donc fermer l'ampoule rectale vers le bas. Ce sera donc un des éléments de continence du canal anal et du rectum en totalité. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian sur le pelvis de l'homme. Et sur cette coupe, nous allons présenter les rapports du rectum au niveau péritonéal et au niveau sous-péritonéal. Voici la fin du côlon sigmoïde qui se prolonge par le rectum. Et en vert, la ligne représente la ligne du péritoine qui, de péritoine pariétal, devient péritoine viscéral lorsqu'il est plaqué contre les viscères. Voyez que la face dorsale du rectum n'est pas recouverte de péritoine. Seules les faces latérales et la face ventrale du rectum sont recouvertes de tissu péritonéal. Ventralement, par rapport au rectum, il y a une profonde dépression dans la cavité péritonéale. On parle de cul-de-sac recto-vésical, car à ce niveau, le péritoine du rectum va se réfléchir pour se plaquer ensuite contre la vessie qui est en bleu sur le schéma. Sous ce cul-de-sac recto-vésical, qui correspond en fait au point le plus déclive de la cavité péritonéale en position verticale, il y a une structure tendineuse qui va tirer vers le bas ce cul-de-sac et l'attacher au noyau fibreux central du périnée. Cette structure, c'est le fascia de Denonvilliers, qu'on avait déjà décrit dans le cloisonnement du pelvis. Ce noyau fibreux central du périnée, c'est en fait un ensemble de fibres tendineuses qui vont s'adosser les unes aux autres pour former
une très grande concentration tendineuse en avant du canal anal, en arrière de l'appareil génital, et cette zone est un peu la clé de voûte de solidité du plancher du périnée. Parmi les rapports du rectum péritonisé, il faut citer ventralement des anses grêles, mais aussi le côlon sigmoïde qui vient basculer en avant et reposer sur la vessie. À travers le cul-de-sac recto-vésical, le rectum sera en rapport avec la face postérieure de la vessie. Sous la vessie et un peu en arrière d'elle, on fait apparaître maintenant la glande prostatique et la zone génitale qui, chez l'homme, se résume sur ce schéma à une vésicule séminale qui est représentée. C'est autour de cette vésicule séminale qu'en noir on a tracé les deux feuillets du fascia de Denonvilliers. À travers ce fascia de Denonvilliers, le rectum est donc en rapport en avant avec les vésicules séminales, mais aussi les conduits déférents, en rapport avec la face postérieure de la prostate et l'urètre qui traverse la prostate. Cela vous permet de comprendre d'ores et déjà que le toucher rectal va pouvoir palper la face postérieure de la prostate et l'explorer, c'est un élément essentiel dans le dépistage des maladies de la prostate. Voici le même schéma avec la même orientation, mais cette fois il s'agit d'un pelvis féminin. Et nous allons là encore montrer les rapports du rectum au niveau péritonéal et sous-péritonéal. Chez la femme, le rectum n'a pas de couverture péritonéale en arrière, comme chez l'homme, c'est-à-dire que le péritoine ne tapisse que les faces latérales du rectum et la face antérieure du rectum. En avant du rectum, il y a un profond cul-de-sac qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas ou encore cul-de-sac recto-vaginal. Le terme de cul-de-sac de Douglas est de plus en plus utilisé chez l'homme, bien qu'initialement il ait été décrit pour le pelvis féminin. Chez la femme, il ne s'agit donc pas d'un cul-de-sac entre le rectum et la vessie, puisqu'il y a à ce niveau du pelvis l'appareil génital et en particulier le vagin et au-dessus l'utérus. Ce cul-de-sac est donc bel et bien un cul-de-sac entre le rectum et la face postérieure du vagin. En dessous de ce cul-de-sac, il y a là aussi une cloison tendineuse. Il ne s'agit pas du fascia de Denonvilliers, chez l'homme seulement. On parle ici de fascia recto-vaginal. Ce fascia est lui aussi tendu sous le cul-de-sac de Douglas jusqu'au noyau fibreux central du périnée. Au-dessus de la cavité vaginale, on voit ici l'utérus qui est basculé vers l'avant au-dessus de la vessie en bleu. La cloison qui sépare la face antérieure du vagin et la face postérieure de la vessie, c'est le fascia de Alban. C'est ce qui correspondrait chez l'homme au feuillet antérieur du fascia de Denonvilliers. On comprend donc maintenant que parmi les rapports antérieurs du rectum à l'étage péritonisé, il y aura des rapports dans la cavité péritonéale avec des anses grêles, avec le côlon sigmoïde lorsqu'il bascule en avant au-dessus de l'appareil génital, qu'ensuite le rectum péritonisé sera en rapport à travers le cul-de-sac de Douglas avec la face postérieure du vagin et le col de l'utérus. En dessous du péritoine, le rectum sous-péritonisé sera en rapport à travers le fascia recto-vaginal avec la cavité vaginale, et cette cavité étant virtuelle, en rapport avec la face postérieure de la vessie. Ce sont donc des structures que l'on peut explorer lors du toucher rectal chez la femme. Voici une coupe horizontale de la partie basse du pelvis chez l'homme. Cette coupe est destinée à montrer les rapports latéraux du rectum. On observe ici la partie inférieure de la coupe. Le rectum est au centre du schéma.
En avant de lui, il y a l'étage génital et encore plus ventralement la vessie. La vessie est donc ouverte sur cette coupe avec 3 orifices, un orifice ventral pour l'urètre et 2 orifices postérieurs pour les uretères. Ici, on signale simplement la position de l'urtère droit qui est coupé court sur le schéma. Sur les côtés du pelvis, de chaque côté, à gauche et à droite, on fait apparaître l'artère iliaque interne et quelques-unes de ses branches. Ces branches n'apparaissent que sur la partie gauche du schéma. Elles sont bien entendu symétriques pour le côté droit. On fait apparaître ensuite la chaîne sympathique sacrée, coupée ici au niveau d'une formation ganglionnée. De ce ganglion sympathique sacré partent de nombreux filets nerveux qui rejoignent le plexus hypogastrique inférieur. Plus dorsalement, voici une racine sacrée. Cette racine quitte la région pelvienne pour rejoindre l'origine ou la racine du membre inférieur. Elle passe en avant du muscle piriforme. L'autre constituant musculaire des parois latérales, c'est ventralement le muscle obturateur interne qui recouvre le foramen obturé. Ces 2 muscles sont recouverts de fascia pelvien pariétal. C'est donc une structure continue, presque circulaire, qui tapisse les parois latérales de l'entonnoir pelvien. Contre les viscères, il y a 2 structures parallèles, une à gauche, une à droite, plaquées contre les parois, c'est le fascia pelvien viscéral. Il y a entre vessie et rectum, donc, l'étage génital, qui est compris dans un dédoublement du fascia de Denonvilliers. Cet étage génital chez l'homme se résume au canaux déférent, ici le canal déférent droit qui est marqué, et à ses côtés une vésicule séminale. Structure paire et symétrique. Il y a en arrière du rectum un fascia rétrorectal qui ferme la loge rectale. Cette loge elle est limitée en avant par le fascia de Denonvilliers, sur les côtés par le fascia pelvien viscéral et en arrière donc par le fascia rétrorectal. Il ne faut pas confondre ce fascia avec le fascia présacré. Le fascia présacré n'est autre qu'une émanation du fascia pelvien pariétal plaqué dans la concavité du sacrum. Il y a un espace entre le fascia rétrorectal et le fascia présacré, espace rétrorectal. L'artère sacrée médiane est plaquée contre le périoste du sacrum par le fascia présacré. L'artère sacrée médiane n'est pas dans l'espace rétrorectal. Donc, latéralement, à travers les parois de cette loge, le rectum sera en rapport avec la terminaison des urtères de chaque côté, avec les plexus hypogastriques inférieurs qui lui donneront des branches motrices et sensitives, végétatives, et en rapport avec les artères et les veines du pelvis. Dorsalement, le rectum sera en rapport avec la concavité du sacrum, ses nerfs et ses vaisseaux, à travers le fascia rétrorectal. L'espace rétrorectal est un espace qui est difficilement franchi par un abcès ou un processus tumoral. Cet espace est longtemps protégé des extensions et cet espace est un plan de clivage, de séparation du rectum lors de la dissection. C'est un plan de clivage, c'est-à-dire que c'est un plan où il n'y a pas de vaisseau, un espace virtuel, où il est facile de glisser une main pour séparer le rectum de la concavité sacrée. Voici une vue latérale gauche de la cavité pelvienne, toujours chez l'homme, avec sur la gauche la symphyse pubienne qui est sectionnée et à droite l'ensemble du sacrum. Entre ces 2 structures osseuses, il y a un double hamac de fibres tendineuses qui est formé par les lames
sacro-recto-génito-pubienne. Ce n'est autre que du fascia pelvien viscéral, mais le fascia pelvien viscéral, plus on le dissèque vers le bas du pelvis, plus sa structure est dense, fibreuse, et c'est vraiment au plus bas de l'entonnoir pelvien qu'on lui donne le nom de lame sacro-recto-génito-pubienne. Cette appellation permet de retenir son origine, en arrière le sacrum, sa terminaison le pubis, et le fait que sur cette traversée de l'arrière vers l'avant, cette lame est plaquée contre les réservoirs du pelvis. On rajoute sur les viscères présents, en arrière le rectum, en avant la vessie, la ligne de réflexion du péritoine. On retrouve donc sur la gauche le péritoine qui recouvre la partie supérieure et postérieure de la vessie. Ce péritoine descend sur ce double trait noir qui symbolise le fascia de Denonvilliers et remonte ensuite devant le rectum, devant et sur les côtés du rectum. Le point le plus déclive, c'est le cul-de-sac recto-vésical. C'est aussi celui qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas chez l'homme ou chez la femme. Le fascia de Denonvilliers est donc tendu sous le cul-de-sac recto-vésical et il se fixe sur le noyau fibreux central du périnée. Ce fascia, ce double fascia de Denonvilliers, passe en avant et en arrière du canal déférent. Ici, le canal déférent gauche est marqué. Les urtères arrivent un peu latéralement et par au-dessus pour rejoindre la face postérieure de la vessie. Sous la vessie, on retrouve la glande prostatique et en dessous l'urètre. Voici maintenant l'étude du canal anal. Le canal anal est donc la portion terminale du rectum. Ce sont les 3 derniers centimètres du rectum. Le canal anal doit être symbolisé comme un diabolo. Ce diabolo est donc ouvert vers le haut, vers le rectum proprement dit, et vers le bas, c'est-à-dire le périnée. La partie étroite, étranglée du diabolo, est celle où viennent s'appuyer l'anneau des sphincters, que ce soit les sphincters volontaires ou involontaires du canal anal. C'est à ce niveau, à l'intérieur de la lumière du canal anal, qu'on trouvera la structure de la ligne pectinée. La ligne pectinée est une ligne découpée, déchiquetée, qui correspond à la jonction entre 2 tissus différents, un tissu qui sera glandulaire au-dessus et malpighian en dessous. La ligne pectinée est en quelque sorte la cicatrice de l'ancienne membrane cloacale du fœtus. Au-dessus de cette ligne, la muqueuse sera rose, insensible, glandulaire, elle dérive de l'endoderme. En dessous, la muqueuse sera violet sombre, elle sera sensible et recouverte d'un épithélium pavimenteux, elle dérivera de l'ectoderme. La limite inférieure du canal anal, c'est la limite inférieure du rectum, c'est-à-dire la ligne ano-cutanée. Les sphincters doivent être imaginés comme un anneau musculaire extrêmement puissant autour de ce diabolo. Il s'étale sur 2 cm de hauteur environ. Voici une coupe frontale du canal anal. On ne retient que la partie droite de la coupe et on fait apparaître donc à droite du schéma les 2 niveaux de muqueuse au-dessus de la ligne brisée qui correspond à la ligne pectinée. Cette ligne brisée est en fait une succession de petites cryptes, de petites cavités au sein de la muqueuse supérieure, donc la muqueuse glandulaire. Il y a 6 à 10 cryptes qui font le tour de cette circonférence, qu'on appelle les cryptes anales. Au fond de chaque crypte, il y a une toute petite glande procto-anale,
qui n'a pas de fonction dans l'espèce humaine, mais qui est très souvent le point de départ d'infection de la région du canal anal. Il y a en fait entre chaque crypte un épaississement de la muqueuse violette, c'est-à-dire la muqueuse pavimenteuse sous-jacente, qui tend les cryptes les unes à côté des autres. Ces surélévations s'appellent les colonnes anales. Sous la muqueuse, que ce soit au-dessus ou en dessous de la ligne pectinée, il y a de très riches plexus veineux, qu'on appelle hémorroïdales ou hémorroïdaires. Ces veines, lorsqu'elles sont au-dessus de la ligne pectinée, s'appellent les veines hémorroïdales internes. Lorsqu'elles sont en dessous, les veines hémorroïdales externes. Ces veines sont toujours gorgées de sang veineux et elles accentuent l'étanchéité de la muqueuse au niveau du canal anal. Sous ces veines, on retrouve une fine couche de muscularis mucosé à travers la sous-muqueuse. Et c'est en périphérie de cette couche que l'on trouve la couche musculaire du canal anal. Cette couche musculaire ne fait que prolonger la couche musculaire du rectum. Et la couche musculaire du rectum est très proche de la couche musculaire du reste du côlon. C'est-à-dire qu'il y a, à proximité de la muqueuse, une couche musculeuse circulaire, puis une couche longitudinale. La particularité du canal anal, c'est que cette couche musculeuse circulaire va en dedans se différencier pour former un sphincter. C'est la zone en gris clair sur le schéma. Ce sphincter est un sphincter involontaire, c'est celui qu'on appelle le sphincter interne du canal anal. La couche musculeuse longitudinale qui est plus périphérique, qui prolonge la couche du rectum, va traverser toute la hauteur du canal anal et se terminer par plusieurs digitations tendineuses à la partie inférieure du canal anal. Cette couche, donc, forme des sortes de rayons de roue qui s'étalent et qui accrochent la couche musculeuse longitudinale à la couche muscularis mucosée et à la muqueuse, sous la ligne pectinée. Cette formation radiaire s'appelle le ligament de Parkes. Et puis on retrouve encore plus en périphérie l'enveloppe du canal anal qui est celle du rectum, c'est-à-dire le fascia pelvien viscéral, puisqu'il n'y a à ce niveau pas de péritoine. Ce fascia pelvien viscéral, à ce niveau de coupe, est extrêmement épais. C'est à ce niveau qu'on peut parler de lame sacro-recto-génito-pubienne, et c'est dans ce fascia que l'on trouve des vaisseaux, artères et veines, mais aussi les nerfs du plexus hypogastrique inférieur. Voici le fascia pelvien pariétal, qui recouvre l'entonnoir musculaire du pelvis, ici le muscle iliococcygien, un des constituants des muscles releveurs de l'anus. L'autre constituant, celui qui est plus proche de la lumière du canal anal, c'est le muscle pubo-rectal. À ce niveau, les structures musculaires de l'entonnoir pelvien sont rejointes par le muscle transverse du périnée qui forme la limite entre pelvis et périnée. L'espace triangulaire qui est au-dessus du muscle transverse du périnée et en dessous du muscle releveur de l'anus, c'est la fosse ischio-rectale. Il existe, en plus du sphincter interne involontaire du canal anal, un sphincter périphérique qui est volontaire, qu'on appelle le sphincter externe. Nous verrons plus loin que le sphincter externe est en fait un ensemble de 3 structures indépendantes. Et sous le sphincter externe, il y a ici la ligne anocutanée qui est donc la limite terminale du rectum et donc du canal anal. Au-delà, il s'agit de la peau du périnée, une peau avec des zones pileuses. Ce schéma vous permet de comprendre les constituants
de la paroi du canal anal et vous permet de comprendre qu'en cas d'infection des glandes procto-anales, il peut y avoir des abcès qui se forment dans l'épaisseur de la muqueuse du canal anal. Ces abcès peuvent se percer dans la lumière du canal anal ou au niveau de la peau vers la ligne anocutanée. Et ces abcès peuvent parfois traverser les couches musculaires des sphincters internes et les couches de la musculeuse longitudinale pour s'ouvrir dans la fosse ischio-rectale. Un abcès du canal anal qui contamine la fosse ischio-rectale constitue une infection très grave, car nous l'avons dit, cette fosse ischio-rectale est très mal protégée contre les infections, elle ne contient que du tissu graisseux et en périphérie, les éléments qui constituent le pédicule pudendal. Au-delà, au niveau de la partie basse du schéma, la peau est beaucoup plus solide, c'est une couche cornée, pileuse et kératinisée, et les abcès, lorsqu'ils s'ouvrent, ils s'ouvrent toujours au niveau du recouvrement fragile, c'est-à-dire en dedans de la ligne anocutanée. Voici un gros plan maintenant sur l'appareil sphinctérien du canal anal. Pour comprendre cette coupe, il y a un petit schéma en cartouche qui montre que cette coupe est en fait une coupe plus ou moins oblique, plus ou moins transversale du canal anal, qui passe sur la gauche de la coupe par la pointe du coccyx. Le centre du schéma, en orange, est occupé par la muqueuse du canal anal. Il y a un premier cercle qui entoure cette muqueuse, marqué de points, c'est le sphincter interne du canal anal, ou encore sphincter lisse. C'est celui qui dérive de la musculeuse circulaire. L'anneau noir est un des constituants du sphincter externe. Il s'agit du sphincter externe profond. C'est bien évidemment, comme tout le sphincter externe, un muscle strié, volontaire. Il y a un autre anneau, encore plus périphérique, c'est le sphincter externe moyen, lui aussi sphincter strié. La particularité du sphincter externe moyen, c'est d'être attaché à la pointe du coccyx par une structure tendineuse très solide qui est le raphet anococcygien. Nous avions vu que les constituants du muscle releveur de l'anus convergent vers ce raphet anococcygien et cette zone sert d'échange entre les côtés gauche et droit du plancher pelvien. C'est comme le noyau fibreux central du périnée, une zone extrêmement résistante. Voici en parallèle un schéma destiné à expliquer le fonctionnement du sphincter externe qui va travailler en synergie avec les constituants du plancher pelvien. Voici une coupe transversale avec vers le haut de la coupe la symphyse du pubis et vers le bas la pointe du coccyx. Au centre, la muqueuse du canal anal qui est déchiquetée. Il y a ventralement une sangle en rouge qui vient se fixer sur le sphincter externe profond. Cette sangle, c'est le muscle puborectal, avec un contingent gauche, un contingent droit, et ces contingents s'échangent en arrière du canal anal. En bleu, le sphincter externe moyen est montré comme attaché à la pointe du coccyx. Ce schéma permet de comprendre que lorsque le muscle puborectal se contracte, il tire vers l'avant la sangle, il tire vers l'avant le canal anal, qui est attaché de façon ferme et inextensible à la pointe du coccyx, et il y a donc un phénomène d'étranglement du canal anal entre le fer à cheval bleu et le fer à cheval rouge. Le muscle puborectal vient donc renforcer le travail du sphincter volontaire pour fermer vers le bas l'ampoule rectale. Voici une vue latérale gauche du canal anal
avec les structures osseuses du pubis sur la gauche et de la pointe du sacrum et du coccyx vers la droite. On va pouvoir ainsi présenter les trois constituants du sphincter externe. Le sphincter externe profond, qui est aussi celui qui est le plus proche de la lumière du canal anal, est attaché au muscle puborectal. Le sphincter externe moyen est lui solidaire de la pointe du coccyx par le raphet anococcygien. Ce schéma et lui seul permettent de rajouter le troisième constituant du sphincter externe. C'est le sphincter externe superficiel. C'est en fait un anneau beaucoup plus grêle, qui est aussi plus superficiel, plus proche de la peau, et qui s'apparente à un muscle possier. C'est un muscle qui est capable de resserrer la ligne anocutanée, qui n'est pas suffisant pour fermer le canal anal, comme les deux autres constituants. Il faut simplement noter qu'il est solidaire du noyau fibreux central du périnée et qu'il vient donc en quelque sorte le renforcer encore un petit peu plus. Ces trois sphincters constituent le sphincter externe. Ces trois sphincters sont volontaires, striés. Cette diapositive est là pour détailler l'appareil sphinctérien externe. Nous venons de voir qu'il est constitué de trois parties et pour faciliter la compréhension de son fonctionnement, nous allons placer ces trois parties sur la coupe du canal anal, la coupe frontale du canal anal que nous avons vue quelques diapositives avant celle-ci. Nous retrouvons donc la ligne pectinée, l'ensemble du sphincter externe qui est représenté comme une seule surface dans le prolongement du muscle puborectal. La première partie de ce sphincter externe, c'est la partie profonde. C'est en fait elle en rouge sur ce schéma qui va être accrochée au muscle puborectal. C'est également celle qui va être le plus près de la muqueuse. La partie moyenne en bleu, toujours pour conserver le même code de couleur que la diapositive précédente, est une partie qui n'est pas en contact avec la muqueuse du canal anal, mais qui est un petit peu plus caudale que le segment précédent. Enfin, la partie superficielle est celle qui est située le plus près de la zone cutanée et jamais en contact avec le puborectal, ni même avec le sphincter lisse du canal anal. Voici donc l'ensemble de ces trois parties qui constituent le sphincter externe ou sphincter volontaire du canal anal. Voici une vue de face de la bifurcation de l'aorte abdominale avec au premier plan l'ensemble du rectum. Et nous allons sur ce schéma pouvoir détailler les vaisseaux artériels du rectum. On fait apparaître par un simple trait le plancher du pelvis qui vient se terminer sur le niveau du canal anal où s'insèrent ou se fixent les sphincters. Dans la division de l'aorte abdominale, il faut rappeler la position de l'artère sacrée médiane, bien que cette artère qui est de l'autre côté de la fosse rétrorectale n'ait pas de branche pour le rectum. Voici les deux artères qui vont participer à la vascularisation artérielle du rectum. Tout d'abord, l'artère mésentérique inférieure, qui naît sur le bord gauche de l'aorte abdominale, et l'artère iliaque interne. Seule l'artère iliaque interne droite est représentée, mais il y a bel et bien une circulation pérésymétrique au niveau de l'entonnoir pelvien. L'artère mésentérique inférieure donne les artères sigmoïdiennes et sa dernière branche, sa branche la plus caudale, est l'artère rectale supérieure. Il y a une artère rectale supérieure qui va
se diviser en deux rameaux, une artère rectale ventrale gauche, une artère rectale dorsale droite. Ces deux branches artérielles vont descendre le long des parois du rectum. Il y a ensuite, à partir des artères iliaques internes, des branches rectales moyennes qui rejoignent la partie caudale de l'ampoule rectale, artère périsymétrique. Et en dessous du plancher pelvien, on retrouve l'artère pudendale qui donne des branches rectales inférieures. Ce sont des branches destinées à nourrir le canal anal, mais aussi l'ensemble sphinctérien qui l'entoure. Cette circulation rectale est extrêmement riche. Il n'y a jamais d'ischémie, de souffrance vasculaire du rectum, à la différence du côlon ou de l'intestin grêle que vous avez eu l'occasion d'étudier. Ce qui fait cette richesse, c'est le grand nombre d'artères, c'est surtout l'ensemble des anastomoses qui parcourent les parois du rectum. Ces anastomoses, on va les résumer par une succession de cercles rouges. Premier cercle, celui qui apparaît ici pour symboliser les anastomoses entre les branches rectales ventrale gauche et rectale dorsale droite, dans la paroi du rectum. Il y a aussi des anastomoses avec les branches de l'artère rectale supérieure et les branches de l'artère rectale moyenne, tout en bas de l'ampoule rectale. Des anastomoses entre ces trois branches artérielles et les branches des artères rectales inférieures au niveau des sphincters. Donc, toutes les artères rectales s'anastomosent entre elles. Et en plus, par l'intermédiaire de l'artère rectale inférieure et des artères du périnée, il y a des anastomoses avec la circulation artérielle fémorale, qui provient de l'artère iliaque externe. Voici un schéma très simplifié qui ne reprend que l'ampoule rectale et le canal anal et qui va servir à montrer la circulation veineuse du rectum. L'ampoule rectale va se drainer vers les veines rectales supérieures. Ces veines rectales supérieures vont rejoindre la veine mésentérique inférieure et donc la circulation portale, c'est-à-dire vont se terminer vers la veine porte dans le foie. La partie basse de l'ampoule rectale va rejoindre les veines rectales moyennes qui elles-mêmes se drainent dans les veines iliaques internes et donc la veine cave inférieure. Elles appartiennent à la circulation systémique. Il en est de même de toute la circulation veineuse du canal anal. Les veines hémorroïdaires ou hémorroïdales internes ou externes vont toutes rejoindre les veines rectales inférieures, qui elles-mêmes se drainent dans les veines pudendales, la veine iliaque interne et là encore la circulation cave inférieure. Si maintenant on envisage le cas où la circulation portale est déficiente, c'est-à-dire le plus souvent lorsqu'il y a une cirrhose du foie, lorsque la circulation portale se fait mal, voire même que la circulation portale a un flux inversé. L'ensemble du sang veineux du système porte, alimenté en permanence par les veines du tube digestif abdominal, va circuler à contre-courant, c'est-à-dire que le sang qui provient du tube digestif abdominal va redescendre dans la veine mésentérique inférieure,
les veines rectales supérieures et va redescendre dans les parois du rectum pour remonter dans la circulation veineuse systémique, c'est-à-dire essentiellement va passer dans les veines hémorroïdales internes et externes pour rejoindre, étape après étape, la veine cave inférieure. Et donc, dans les cas pathologiques, dans les cas de blocage de la circulation portale, le canal anal et la partie basse de l'ampoule rectale constituent une zone d'anastomose porto-cave. C'est pour cette raison qu'un patient qui a une cirrhose du foie aura la plupart du temps une dilatation importante des veines hémorroïdales internes et externes, avec un risque d'hémorragie par rupture de ces veines. Voici maintenant une diapositive qui présente la circulation lymphatique en partant des nœuds lymphatiques du rectum. Voici une vue de face. Le rectum n'est pas représenté en dehors du diabolo qui symbolise le canal anal. De chaque côté, on retrouve ce trait marron épais qui symbolise le plancher du pelvis. Il y a dans la loge du rectum, autour des parois du rectum, des premiers relais lymphatiques qui sont les lymphonoeux pararectaux. 3 sont ici représentés. À partir de ce premier relais, il y aura un drainage possible vers le haut, le long de l'axe rectal supérieur, c'est-à-dire le long des branches de l'artère rectale supérieure. Le long de cet axe vasculaire, il y a des collecteurs lymphatiques ou des vaisseaux lymphatiques de plusieurs longueurs. Il y a des vaisseaux courts, moyens et longs. Ceci est extrêmement important car en cas de phénomène tumoral dans le rectum, il peut y avoir une propagation de cette tumeur le long des voies lymphatiques. Et cette propagation peut parfois sauter les relais ganglionnaires, les relais des lymphonoeux, en empruntant des collecteurs moyens et longs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple une tumeur du rectum qui envahit les nœuds lymphatiques pararectaux et qui emprunte les vaisseaux lymphatiques longs qui rejoignent directement les lymphonoeux mésentériques inférieurs. Donc, dans les tumeurs du rectum, il faut savoir rechercher un drainage lymphatique très à distance du rectum proprement dit, à cause de ces collecteurs moyens et longs. À partir des lymphonoeux mésentériques inférieurs, les courants lymphatiques vont suivre ensuite les chaînes latéro-aortiques à gauche ou à droite. Autre relais lymphatique, les lymphonoeux iliaques internes, c'est-à-dire qu'il y a, en partant des lymphonoeux pararectaux, des vaisseaux lymphatiques qui suivent l'axe rectal moyen, qui suivent ensuite l'axe iliaque vers des collecteurs iliaques communs, et à partir de ce stade, là encore, il y a une progression du flux lymphatique vers le haut dans les chaînes latéro-aortiques. Le canal anal a des voies de drainage lymphatique très particulières, et ainsi le cancer du canal anal n'aura pas du tout le même drainage lymphatique et la même extension qu'un cancer du rectum proprement dit. En effet, le canal anal va drainer la lymphe en direction des lymphatiques inguinaux superficiels, c'est-à-dire les groupes de lymphonoeux qui sont au contact de la crosse de la veine grande saphène. En cas de cancer du canal anal, il faudra donc rechercher une extension de la tumeur, non pas dans le pelvis, mais
au pli de laine dans la région de la veine saphène. Bien évidemment, la suite du cheminement de la lymphe se fera vers les nœuds iliaques externes, nœuds iliaques communs et les chaînes latéraux-aortiques. Sur ce schéma, nous allons envisager maintenant l'innervation volontaire et involontaire du rectum et du canal anal. Au niveau de la moelle lombaire, et plus exactement au niveau des racines qui vont former le plexus hypogastrique supérieur, nous allons pouvoir envisager l'innervation sympathique du rectum. À partir du plexus hypogastrique supérieur, nous avons vu que ces filets nerveux prennent le nom de nerfs hypogastriques, avant de se répartir sur les côtés du rectum pour prendre le nom de plexus hypogastrique inférieur à gauche et à droite. Tout cela est bel et bien du système nerveux sympathique. Ce système sympathique va avoir pour rôle d'entraîner une dilatation de l'ampoule rectale par relâchement musculaire et en permanence une hypertonicité du sphincter lisse ou sphincter interne. En permanence, il y a un équilibre sympathique-parasympathique et nous allons maintenant montrer l'innervation parasympathique du rectum. Elle provient des niveaux S2, S3, S4 de la moelle sacrée. Il s'agit des nerfs érecteurs, comme nous les avons nommés dans le cours sur les parois du pelvis. Ce système aura pour effet de stimuler la musculeuse de l'ampoule rectale et donc de faciliter sa contraction, son hypertonicité et relâcher le sphincter lisse ou interne. Le système sympathique a donc pour rôle de faciliter le remplissage du rectum, le parasympathique de faciliter sa vidange. À côté de ces deux systèmes involontaires, végétatifs, il y a un système conscient. Il y a dans ce système conscient tout d'abord des informations sensitives qui proviennent du nerf perforant cutané de l'anus. Ce nerf est une branche du nerf pudendal et rejoint le niveau S3. Toujours dépendant du volumineux nerf pudendal, il existe un nerf anal qui va avoir pour rôle de contracter le sphincter externe ou sphincter strié. C'est-à-dire que lorsque l'ampoule rectale est pleine, il y a un peu de son contenu qui passe immédiatement en dessous de la ligne pectinée sur une muqueuse sensible. Ce passage de gaz ou de matière plus ou moins liquide est conscient grâce au nerf perforant cutané de l'anus et en réponse à cette information, le nerf anal sera là pour contracter le puissant sphincter externe ou sphincter strié. Et il ne pourra pas y avoir de défécation sans relâchement du sphincter externe strié.